Monsieur Lompo est là? Oui, je suis là. Ok, allez-y. Oh. La question, c'est juste faire un rappel sur tout ce qu'on a vu, puisqu'on a vu de façon générale, généralité sur le métier de consultant. On a aussi vu des généralités, par exemple, sur une entreprise, comment fonctionne une entreprise, quelles sont les ressources d'une entreprise, les différentes fonctions. Voilà, ce que je demande, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a vu juste en 30 secondes. Ah, d'accord. Je dirais que d'abord, on a vu les qualités d'un consultant et surtout les outils nécessaires pour un consultant. Bon, d'abord, un consultant, il faut d'abord la connaissance, le savoir-être, le savoir-faire, être patient. Et aussi, on avait vu les autres qualités d'un consultant. Voilà. Donc, je dirais à ce niveau qu'il faut comprendre, il faut qu'un consultant soit quelqu'un qui cherche beaucoup. D'abord, le métier d'un consultant, même, c'est un travail passionnant. Il faut être quelqu'un qui cherche beaucoup. Okay. Voilà, il faut aussi avoir une expérience dans le domaine spécifique. OK. Allô? Oui, OK, on vous entend. Voilà. Voilà. OK, donc OK. merci, monsieur. Oui, allez-y. OK, merci bien. OK, donc merci, monsieur Lompo. Monsieur Kombari. Oui, bonjour, monsieur Koulibaly. OK, bonjour. Donc, allez-y pour un rappel en 30 secondes. OK. On a vu généralité sur le métier de consultant. On a vu aussi généralité sur une entreprise. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu en 30 secondes? Moi, je vais parler du travail de consultant. OK. Lorsque dans une entreprise, le chef de direction ou bien, comme on l'appelle, le leader a un souci avec le personnel, on dit que le travail de consultant va consister à élaborer un questionnaire. Il doit aussi collecter les informations. Il doit passer au traitement de ces informations. Et il doit faire le diagnostic pour savoir où se situe le problème. D'accord. Voilà ce que je voulais dire à propos. OK. Merci, monsieur Kombari. Alors, monsieur Hassan. Allô, vous m'écoutez? Oui, oui, allez-y, monsieur Hassan. Juste un rappel. Bon, c'est vrai que vous êtes venu en retard, mais vous allez dire au moins les deux zooms, un rappel aussi, bien, les rapports aussi. D'accord. D'accord. Un consultant, c'est une personne qui utilise des outils techniques pour analyser des problèmes et résoudre les problèmes de ses clients. C'est une personne qui doit être toujours à l'affût de nouvelles informations. Il doit toujours être ponctuel dans ses informations car les informations changent. Et c'est une personne qui accompagne des entreprises à évoluer jusqu'à un niveau bien précis. Okay. Très bien, monsieur Hassan. Alors, bien, monsieur Brigati.
Oui, alors, M. Koulibaly. D'accord. On a vu que le consultant est celui-là que l'entreprise requiert pour donc résoudre un problème ponctuel. Mais il peut s'agir de requérir le consultant non pas pour résoudre un problème qui existe au sein de l'entreprise, mais plutôt pour faire un pas de plus. Par exemple, pour s'adapter à des nouvelles innovations, les nouvelles technologies. L'entreprise peut donc avoir besoin d'un consultant pour s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Okay. Donc, ça ne veut pas dire qu'à tout moment qu'on a besoin d'un consultant, il s'agit d'un problème qu'il faut résoudre donc au sein de l'entreprise. Donc, en ce moment, toute cette galaxie de compétences que le consultant doit avoir, on a dit qu'il doit donc chercher à maximiser donc ses compétences. Il doit être celui-là qui est patient, quelqu'un qui aime la lecture, qui cherche des informations dans beaucoup de domaines. Parce qu'il ne sait pas, le client va venir lui poser ou lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut chercher des informations. Le deuxième volet, on a vu la création donc, des entreprises. Donc, en tant que consultant, on doit maîtriser les techniques ou les procédures donc, de création des entreprises. Par exemple, si on dit un client qui vient et te dit qu'il veut créer une entreprise, donc il faut être capable de savoir quelles sont les natures donc, des entreprises. Il y a combien de natures, il s'agit de quelle entreprise? La nature, donc, le client a demandé, la nature, je vais dire. Donc, les procédures de création donc, des entreprises, quelles sont les formalités qu'il faut accomplir. Après ça, il faut aussi partir à ce qu'on appelle des environnements. Il y a l'environnement politique. Est-ce que ce que le client a demandé dans son environnement politique, est-ce qu'il est possible de mener telle activité? Il y a aussi l'environnement économique. Est-ce que l'environnement où se trouve est-ce que c'est possible? Après, est-ce qu'il y aura vente? Donc, il y a aussi l'environnement socio-culturel. Est-ce que les activités que le client veut mener, est-ce que ces activités ne sont pas en déphasage avec la culture donc, de la localité? Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce qu'on a vu. OK. Merci. Donc, très bien. Et déjà, je pense que c'est à féliciter et vous pouvez déjà applaudir pour vous-même. C'est déjà très bien. Et c'est à féliciter, chacun a fait, vous avez fait le résumé, il y a certains également qui ont fait des apports, donc c'est à féliciter. Vous pouvez toujours faire des apports, puisqu'on a dit le consultant, c'est celui qui fait des recherches permanentes. Donc, c'est lui il est tout le temps à la recherche de l'information, la bonne information. Il actualise ses connaissances, parce que la connaissance, il faut tout le temps actualiser la connaissance que vous avez. Vous savez que le monde évolue. Les médecins qui sont là, qui utilisent les outils, ben, vous savez que les outils qu'on utilisait en 1960, ce n'est pas les mêmes outils qu'on utilise aujourd'hui en 2022. Donc, la médecine a évolué, tout évolue, la connaissance évolue également. Donc, il va falloir que le consultant également s'adapte au changement. Il va falloir que le consultant également se cultive et va à la recherche en fait de l'information et qu'il sache que s'il détient l'information, il détient le pouvoir. Voilà, son métier est basé sur l'information, la connaissance. Si vous avez l'information, si vous avez la connaissance, bien évidemment que vous allez pouvoir tout simplement orienter des personnes, orienter des entreprises, parce qu'il y a M. Koulibaly qui vient de dire que ce n'est pas forcément, on ne fait pas appel à un consultant pour résoudre forcément un problème. Voilà, on peut demander des conseils à un consultant, on peut demander des orientations à un consultant. Voilà, donc, comme on le dit, c'est un métier passionnant. Le consultant, c'est comme tout simplement, je ne vais pas dire vous partez voir, entre griffes, vous m'excusez, un féticheur ou un marabout. Mais il est comme en fait le marabout en fait. Vous partez en consultation le voir. Il est comme en fait le marabout. Lui, il va vous donner des orientations. Il peut également détecter le problème que vous avez. Donc, vous voyez que c'est un métier vraiment très passionnant. Et si vous orientez mal une entreprise, ce qui veut dire que ça va jouer sur votre notoriété. Si également vous détectez un problème ou bien vous n'arrivez pas à faire un bon diagnostic, les conseils ou encore les recommandations que vous allez faire à une entreprise, malheureusement, ce ne sont pas les bonnes recommandations et l'entreprise vient vous dire à la fin que, bon, franchement, vous m'avez dit de faire ça, mais j'ai fait ça, ça n'a pas du tout marché, j'ai échoué totalement, ou bien même mon entreprise avant même était mieux, avant que vous n'arrivez. Donc, du coup, vous voyez déjà, ce n'est pas intéressant du tout. Raison pour laquelle
vous devez tout le temps travailler. Donc, le consultant, c'est celui qui travaille permanemment. Il est très rigoureux. Donc, merci. Je ne vais pas encore revenir encore sur ce que vous avez déjà dit parce que vous avez déjà fait le résumé. C'est vraiment à féliciter. Alors, avant de commencer, l'objectif du jour, l'objectif, c'est pour revenir en fait aux outils. C'est vrai qu'on a déjà donné les outils. Je pense bien qu'on a expliqué parce que la fois passée, nous sommes revenus sur le PESTEL, mais nous ne sommes pas revenus probablement sur le SWOT. Nous ne sommes pas revenus aussi certainement sur le PODC. Voilà, nous revenons dessus parce que c'est très important. C'est très, très important. Tout ce que vous voyez, que ce soit le diagnostic, l'audit, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la finance, vous allez constater qu'il y a un outil qu'on utilise fréquemment, c'est le SWOT qu'on utilise. Le SWOT, on utilise ça dans les entreprises. S-W-O-T. Force, faiblesse, menace, opportunité. Ou opportunité, menace. Peut-être que j'ai inversé. Opportunité, menace. Donc, justement pour dire que c'est beaucoup utilisé, que ce soit en marketing, que ce soit en finance, que ce soit pratiquement dans tous les domaines, on utilise ça. Parce que c'est un outil qui consiste à faire quoi? À faire l'analyse interne de l'entreprise et l'analyse externe. C'est un outil global, contrairement au PESTEL et contrairement à l'analyse PODC. Donc, nous revenons là-dessus parce que vous pouvez approfondir, vu qu'on dit que le consultant, c'est quelqu'un qui se cultive, c'est quelqu'un qui fait permanemment des recherches. Donc, on vous donne tout simplement la feuille de route. Et maintenant, vous allez utiliser ça, vous pouvez approfondir le PESTEL, vous pouvez approfondir l'analyse PODC, vous pouvez approfondir l'analyse SWOT, vous pouvez approfondir aussi le benchmarking que nous allons voir. Il y a également d'autres outils, par exemple en dehors de ce que j'ai cité, mais ce sont ces outils-là permanemment que le consultant utilise. Ce sont des outils d'analyse, parce que le consultant, c'est quoi? Son travail, c'est quoi? Il collecte l'information. Il collecte l'information. Et quand il collecte l'information, il faut qu'il traite ces informations-là. Voilà, il traite ces informations soit pour détecter le problème, soit pour pouvoir donner des conseils, par exemple, à une entreprise ou à une structure. Mais dans l'analyse, il a besoin d'outils pour bien analyser. Il a besoin d'outils. Voilà, ça va tout simplement lui faciliter la tâche. Voilà. Si vous faites tout simplement, vous collectez les informations et vous commencez peut-être à faire l'analyse, bon, c'est vrai, vous pouvez faire l'analyse et puis faire des recommandations, mais il sera nécessaire d'utiliser un outil. Il y a aussi, je pense bien que c'était M. Tankwano ou M. Kuldiati, si je ne me trompe pas, qui a posé la question à savoir, est-ce que un consultant, bon, la question, c'était pour, ma réponse était que c'est un travail scientifique. Je ne me rappelle pas très bien de la question, c'est un travail scientifique. Tout ce que vous faites doit être mentionné dans un rapport final. Voilà. Tout ce que vous faites, vous allez collecter les informations. Vous allez traiter ces informations. C'est-à-dire, vous allez analyser l'information. Vous allez utiliser des outils. Tout ça, c'est dans un document appelé le rapport final. Et c'est dans ce document que vous allez faire les recommandations à l'entreprise. Donc, c'est un travail scientifique. Et à la fin, vous devrez livrer un document à l'entreprise. Donc, dans ce document-là, vous allez expliquer quelle est la méthodologie que vous avez utilisée, comment vous avez procédé, le questionnaire, l'exemplaire des questionnaires, vous devrez avoir les questionnaires à l'intérieur. Et comment vous avez procédé, vous allez tout expliquer. Est-ce que vous avez utilisé une méthode empirique, une méthode, je ne sais pas, scientifique? Vous allez expliquer toutes ces méthodes-là. Quels sont les outils que vous avez utilisés? Vous allez expliquer cela. L'analyse sera faite bien évidemment dans le document et également les recommandations également seront faites également dans le document. Donc, vous devrez livrer un rapport final au client. Voilà, vous devez livrer un rapport final au client. Donc, ce n'est pas que c'est un travail, vous faites ça comme ça, et puis bon, vous finissez tout ce qui vous intéresse, voici le problème, voici les recommandations. Vu que c'est un travail scientifique, vous devrez en fait à la fin livrer un document, un rapport final au client. Voilà, donc c'est très important, raison pour laquelle il faut être méthodique. Il faut être méthodique, sinon tout le monde peut par exemple faire des analyses et puis dire que bon, il faut faire ça, et puis ça marche. Voilà. Mais vous, vous êtes consultant. Donc, vous n'êtes pas tout le monde. Voilà. Tout le monde peut faire, peut-être, mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes un consultant, vous avez une méthode, alors il faut être très, très méthodique. Alors, nous revenons sur maintenant ces outils-là. Et je sais que vous avez peut-être eu le temps le week-end de peut-être lire un peu
les documents qui ont été envoyés. Je sais que ce n'est pas tout, parce que c'est quand même volumineux, ce n'est pas tout, sans compter le travail qui a été demandé pour votre propre module à vous. C'est très important parce qu'en dehors de ce que nous sommes en train de faire, dans le programme, il y a l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation, vous allez comprendre que quand on dit que le consultant doit avoir une connaissance, bon, il serait quand même intéressant qu'un consultant également soit formateur. Quand je dis formateur, c'est quoi? Formateur dans le domaine qu'il maîtrise. Voilà, si vous avez des compétences, bien évidemment, en entrepreneuriat, d'ores et déjà, si vous êtes consultant, vous pouvez déjà dispenser des formations en entrepreneuriat parce que ça va vous permettre vous-même de vous perfectionner. Voilà, chaque fois que vous allez dispenser une formation, au fur et à mesure, vous gagnez en compétences, vous gagnez en expérience. Voilà pourquoi je dis, normalement, soit avant la fin, je dirais plutôt après la fin de cette formation, vous devrez déjà offrir votre service, même si c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de facturer quelqu'un. Il suffit de voir une entreprise ou d'essayer d'accompagner des jeunes pour un début gratuit. Et vous attendez le résultat. Lorsqu'on viendra vous dire que tout ce que vous m'avez dit, j'ai fait et ça a marché, ça doit commencer à vous rassurer que franchement, vous êtes arrivé, comme on le dit, entre griffes. Vous êtes arrivé et vous pouvez bien faire un travail. Parce que si vous commencez, dès que vous finissez, vous commencez, ça veut dire que vous commencez à facturer, donc vous allez prendre l'argent des clients. Et il faut vous faire confiance, c'est vrai, il faut vous faire confiance, mais c'est mieux d'aller d'abord tout doucement et expérimenter, en offrant tout simplement votre service. Nous, c'est ce que nous, on a fait. C'est ce que nous, on a fait. Et quand on a commencé, quand les gens venaient dire, vraiment, on a appliqué ceci, vraiment, ça a marché, ça a marché. Et quand c'est comme ça, au fur et à mesure, vous gagnez en notoriété jusqu'à ce que vous soyez vraiment confirmé. Parce que vous êtes tous appelés certainement à créer votre cabinet ou votre bureau d'études. Voilà, donc je pense que soyez très, très méthodiques. Et lisez tous les documents qu'on a envoyés. Prenez votre temps, c'est vrai, mais en tout cas, lisez. C'est très, très important. Alors, nous revenons au PODC et ensuite au PODC d'abord. L'exercice que nous avons donné précédemment, je suppose que vous avez eu le temps de réfléchir sur l'exercice, mais vous allez constater aussi que cet exercice nécessitait l'utilisation d'un outil, bien évidemment le PODC. Le PODC, c'est un outil de management. C'est un outil de management. On parlera de la planification, de l'organisation, de la direction et du contrôle. C'est un outil de management. D'autres diront outil, d'autres diront analyse PODC. C'est la même chose de toutes les façons. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment faire cette analyse-là. Alors, le P, je dis, c'est la planification. Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous savez que déjà, vous connaissez toutes les fonctions d'une entreprise. Nous avons, par exemple, la ressource humaine, nous avons la ressource financière, nous avons la ressource technique, nous avons la ressource matérielle. Donc, il va falloir faire l'analyse dans toutes les fonctions de l'entreprise pour voir est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, par exemple, au niveau des ressources humaines, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des ressources financières, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des ressources matérielles. Parce que vous, en tant que consultant, votre objectif, c'est de cerner le problème qui existe au sein d'une entreprise. Et pour cerner ce problème-là, il va falloir d'abord faire ce qu'on appelle l'analyse interne. Et le PODC consiste à faire l'analyse interne. Ça, c'est interne à l'entreprise. Lorsque vous voulez analyser, par exemple, les ressources humaines, à savoir qu'est-ce qui se passe au sein des ressources humaines. Si, par exemple, nous avons un dysfonctionnement au sein des ressources humaines, on vous dit que les employés ne travaillent pas, on vous dit que les employés viennent en retard, on vous dit que les employés, en tout cas, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà au sein des ressources humaines. Mais tout ce que nous venons de citer, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une cause qui est là. Donc, vous êtes en train de chercher, en fait, quelle est, en fait, la cause. Si vous ne connaissez pas le mal, vous n'allez pas pouvoir résoudre le problème. Voilà. C'est parce qu'il y a cause qu'on aura des conséquences. Donc, du coup, il faut d'abord cerner le problème. Et pour cerner le problème, vous allez commencer parce que je suppose que vous arrivez dans une entreprise. Si vous savez que le problème, d'abord, c'est au niveau des ressources humaines et vous voulez comprendre d'où provient ce problème, donc à ce moment, déjà, vous savez que ce sont les ressources humaines. Donc, vous êtes déjà orienté. Donc, vous allez utiliser le PODC, c'est-à-dire le P au niveau des ressources humaines. La planification, à savoir s'il y a une bonne planification.
est-ce que les ressources humaines ont été bien planifiées, c'est-à-dire le personnel? Est-ce qu'il y a une bonne planification du personnel? Est-ce qu'au sein de l'entreprise, on a ce qu'on appelle un organigramme? Donc, l'organigramme, c'est la représentation schématique des différentes fonctions d'une entreprise. C'est une mise en relation entre les employés. Voilà, qui commande qui doit faire quoi, qui doit exécuter cette tâche, etc., etc. Est-ce qu'il y a un bon organigramme? Est-ce que les contrats ont été bien définis? Est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'entreprise? Voici autant de questions que le consultant doit se poser. Voilà, au niveau, par exemple, là, j'ai parlé de la planification, mais au niveau de l'organisation, le haut au niveau de l'organisation, là, vous allez plus vous poser la question sur l'organigramme, à savoir s'il existe un organigramme. Est-ce qu'il existe un organigramme? Comment l'organigramme? Et c'est quel type d'organigramme? Nous allons vous envoyer un fichier sur les types d'organigrammes. Il y a l'organigramme fonctionnel, par exemple. Il y a l'organigramme matriciel. Il y a l'organigramme hiérarchique. Nous allons envoyer un fichier sur l'organigramme. Donc, vous allez vous poser ces questions-là, les 4 lettres-là, au niveau des ressources humaines. Est-ce que c'est bien planifié? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que le personnel est bien dirigé? Et est-ce qu'il y a un contrôle? Si vous faites tout ce beau travail, bonne planification, bonne organisation, bonne direction, et il manque le C, il n'y a pas de contrôle, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi aujourd'hui on parle d'audit? On parle d'audit dans les entreprises, mais l'audit, ce n'est pas uniquement audit dans le domaine financier. Il y a audit dans tous les domaines. Il y a un audit dans tous les domaines. Et généralement, qui fait l'audit? C'est le consultant. C'est celui qui a les outils qui fera l'audit, en fait. Mais comme on l'a si bien dit, le consultant ne fera pas un travail dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Il fera un travail dans un domaine qu'il maîtrise. Un consultant qui ne connaît pas grand-chose dans la comptabilité ne va pas aller faire, par exemple, une consultation dans le domaine de la comptabilité ou faire un audit financier. Il ne fera pas ça. Donc, le consultant fait un travail dans le domaine dans lequel il maîtrise. Donc, voici déjà en utilisant les 4 lettres, le P, le O, le D, c'est l'analyse interne. Là, j'ai pris une seule fonction, c'est-à-dire les ressources humaines. Vous pouvez maintenant, si le problème, c'est un problème lié aux ressources financières, vous allez toujours utiliser les 4 lettres pour analyser les ressources financières. Est-ce qu'il y a une bonne planification des ressources financières? Lorsqu'on parle de planification, c'est la prévision. Est-ce qu'il y a une bonne planification des ressources financières? Est-ce qu'il y a une bonne organisation? Est-ce qu'il y a un bon dirigeant qui est responsable de ces ressources financières-là? En ce moment, vous allez vous poser des questions relatives, par exemple, à la trésorerie, à la comptabilité de l'entreprise. Toutes les questions qu'il faut là, vous allez poser ces questions-là pour pouvoir faire l'analyse PODC au niveau des ressources financières. Si ce sont les ressources matérielles, pareil, c'est ce que vous allez faire. Mais si vous arrivez au sein de l'entreprise, vous avez un problème, mais vous ne savez pas le problème se situe dans quelle fonction. Le dysfonctionnement, précisément, c'est dans quelle fonction. Vous ne savez pas si ce sont les ressources humaines, si ce sont les ressources matérielles ou si ce sont les ressources financières. Là, vous êtes obligé de faire cette analyse interne-là en utilisant le PODC dans toutes les fonctions pour détecter le problème. Et le problème peut ne pas être seulement dans une seule fonction. Peut-être qu'on peut avoir le problème dans une fonction au niveau des ressources humaines, on peut encore avoir un autre problème au niveau des ressources financières, etc., etc. Donc, c'est très, très important. L'analyse PODC consiste à faire l'analyse interne de l'entreprise. Ça, c'est l'analyse interne, le PODC. Nous revenons au SWOT. Le SWOT, peut-être que je prononce en anglais, ma prononciation, ne vous inquiétez pas. Moi, je dis le SWOT, c'est S-W-O-T. Ce sont les forces et les faiblesses de l'entreprise, les menaces, les opportunités et les menaces. Alors, l'analyse SWOT ici, là, ce n'est pas uniquement l'analyse interne. Là, c'est l'analyse interne et l'analyse externe de l'entreprise. L'analyse interne, voilà pourquoi je dis le SWOT regroupe tout. Le SWOT, c'est tout simplement l'analyse de façon globale de l'entreprise. Le SWOT vous permet de faire l'analyse interne. L'analyse interne, là, c'est quoi? Ce sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. L'analyse externe, maintenant, là, ce sont les opportunités et les menaces de l'entreprise. Je prends un exemple très simple. Nous avons pris l'exemple de la production de jus au niveau de le cas, l'exercice, la question numéro 17. Au niveau de l'entreprise, la production de jus, où
il a eu, par exemple, une baisse de son chiffre d'affaires de 40%, et il vous fait appel, il veut tout simplement augmenter son chiffre d'affaires. Déjà, on peut se poser la question en faisant tout simplement l'analyse SWOT. Quelles sont d'abord les forces de cette entreprise? Les forces de cette entreprise, peut-être on va se dire que, bon, l'entreprise dispose d'un personnel qualifiant, l'entreprise, par exemple, a une grande expérience dans la production de jus, l'entreprise, par exemple, a un très bon emballage que les autres n'ont pas. Ça, c'est un exemple. Voilà. Ça, je suis en train de citer ça comme ça. Voilà. Ça, nous sommes en train de citer les forces de l'entreprise. Les forces de l'entreprise, n'est-ce pas? Maintenant, après les forces, on va maintenant chercher les faiblesses. Même vous-même, en tant qu'être humain, en tant que consultant, vous n'allez pas me dire que vous avez uniquement des forces et que vous n'avez pas de faiblesses. Moi, en tout cas, j'ai des forces et j'ai aussi des faiblesses. Voilà. Donc, je peux moi-même faire mon propre diagnostic. Quelles sont mes forces? En utilisant le SWOT, quelles sont mes forces? Peut-être au niveau des forces, je vais parler de mes qualifications, etc., mes qualités, qualification, qualité, expérience, connaissance. Je vais mettre tout au niveau des forces. Là, ce sont mes forces. Au niveau des faiblesses, qu'est-ce que j'ai comme faiblesse? Ce que j'ai comme faiblesse, c'est ce que je n'ai pas. Et je cherche à voir. Si, par exemple, moi, aujourd'hui, par exemple, en anglais, moi, franchement, en anglais, ça ne va pas du tout. Là, je suis conscient. C'est une faiblesse. Donc, c'est une faiblesse. Il faut que je travaille à améliorer mon niveau en anglais. Donc, vous allez énumérer les forces de l'entreprise. Quelles sont les forces de l'entreprise? Quelles sont les faiblesses de l'entreprise? Donc, je dis, les forces et les faiblesses, on appelle ça l'analyse interne de l'entreprise. Maintenant, si vous finissez ça, vous partez maintenant chercher ce qu'on appelle les opportunités et les menaces. Les opportunités, qu'est-ce que l'entreprise a de mieux et que les autres n'ont pas? En ce moment, je suis en train de parler de l'innovation. Quelle est l'innovation, par exemple, de l'entreprise que peut-être les autres n'ont pas? Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Au niveau des menaces, par exemple, bon, vous savez que toute entreprise, la menace qui est là, c'est la concurrence. Ça, je peux dire, là, la première menace, c'est la concurrence. Maintenant, en dehors de cette concurrence-là, en dehors de la concurrence, il y aura peut-être d'autres menaces. Là, nous sommes dans l'analyse externe. Nous sommes dans l'analyse externe. Les opportunités et les menaces, c'est l'analyse externe. Voilà. Je termine parce que je vais envoyer un autre lien Zoom. Parce que là, dès que je termine, puisque c'est moi qui ai la parole, dès que moi je termine, ça sera une pause. Et dès qu'on revient pour le nouveau lien, c'est vous qui avez la parole maintenant. C'est vous qui allez parler. Moi, je ne parlerai plus. C'est moi, je finis de parler et je vous donne la parole. Il nous reste juste 10 minutes pour ce Zoom-là. Et on fait une pause de 2 minutes. J'envoie un nouveau lien et vous aurez la parole. J'ai fini avec le SWOT. Je dis le SWOT, en résumé, c'est l'analyse interne et l'analyse externe de l'entreprise. Voilà pourquoi le SWOT est beaucoup utilisé. Parce que ça regroupe interne et externe. Interne, ce sont les forces et les faiblesses. Externe, ce sont les opportunités et les menaces. Là même déjà, vous allez voir, quand vous posez les questions, par exemple, les questions relatives à l'entreprise, Fayama, question numéro 17, vous pouvez déjà voir avec les employés le questionnaire ou encore les collaborateurs de l'entreprise. Dans le questionnaire, vous pourrez savoir quelles ont été ou quelles sont les faiblesses de l'entreprise, quelles sont les opportunités de l'entreprise. Si vous avez les faiblesses, votre objectif, c'est de pouvoir faire des recommandations à pouvoir transformer les faiblesses en force. Si vous avez les menaces, votre objectif également, c'est de pouvoir transformer les menaces en opportunités. Donc, c'est un tableau qui regroupe vraiment tout. Voilà, et qui peut déjà vous orienter, déjà vous permettre également de détecter le problème et vous permettre également de faire des recommandations. En dehors du SWOT, nous avons parlé du PESTEL. La fois passée, nous sommes revenus sur le PESTEL. Et je pense qu'il y a un des consultants qui a rappelé le PESTEL. Le PESTEL, c'est l'environnement politique, économique, socio-culturel ou encore social, et l'environnement technique ou technologique, l'environnement écologique et l'environnement légal. Ça, c'est le PESTEL. Le PESTEL, là, on ne parlera pas de l'analyse interne. On utilise le PESTEL pour faire l'analyse externe. Voilà, uniquement l'analyse externe. Parce que ça, ce n'est pas une analyse interne à l'entreprise, c'est une analyse externe. D'autres parleront, par exemple, de l'environnement macroéconomique.
l'environnement macroéconomique, c'est-à-dire que nous sommes dans l'analyse externe de l'entreprise. L'analyse externe, là, qui consiste à analyser l'environnement politique. Est-ce que la situation politique, par exemple, de tel pays nous permet de créer, de bien fonctionner ou encore de lancer notre entreprise? Généralement, cette analyse-là est utilisée par les multinationales et également utilisée par les succursales, par exemple les filiales. On peut avoir une grande entreprise, par exemple au Sénégal, qui veut s'installer au Congo ou encore au Gabon. Alors, l'entreprise mère est au Sénégal et on veut faire, par exemple, une filiale au Gabon. Il va falloir utiliser l'analyse PESTEL pour pouvoir faire ce qu'on appelle une étude. En quelque sorte, c'est comme si on était en train de faire l'étude de marché pour voir est-ce que l'analyse politique du Gabon nous permet de nous installer ou bien nous permet de créer une filiale au Gabon. Est-ce que l'analyse économique nous permet, par exemple, est-ce que les gens auront les moyens d'acheter le produit que nous allons mettre sur le marché? Lorsqu'on parle de l'analyse socio-culturelle également, c'est qu'une question de mentalité. La culture, la religion, la mentalité, voilà, tout ça là, c'est l'analyse socio-culturelle. L'analyse ensuite technologique, l'analyse écologique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de développement durable, on parle de l'écologie, on parle de la protection de l'environnement. Voilà. Donc, il va falloir tenir compte de l'environnement. Est-ce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, l'environnement écologique, nous permet de rentabiliser, nous permet peut-être d'atteindre notre objectif financier, etc. Donc, là, je ne vais pas tarder sur l'analyse PESTEL parce qu'on avait déjà évoqué l'analyse PESTEL. Je reviens simplement sur ces outils pour vous faire comprendre que c'est très important. Maintenant, c'est à vous de faire des recherches pour approfondir ces outils-là et mettre en pratique et ça va vous permettre facilement de faire les analyses. Alors, c'est quel outil je n'ai pas encore évoqué. Donc, je reviens sur l'analyse. Le PODC, ça c'est interne. Le PESTEL, ça c'est externe. Le SWOT, ça c'est interne et externe. Voilà. Maintenant, le benchmarking. Le benchmarking, ça c'est une analyse comparative. C'est une analyse comparative beaucoup utilisée en marketing. En marketing, c'est beaucoup utilisé. Le benchmarking ici consiste à se comparer aux leaders. Par exemple, si toutefois l'entreprise Fayama constate que son chiffre d'affaires baisse, ça veut dire quelque part, il y a peut-être une entreprise, il y a peut-être son concurrent qui a un gros marché. Maintenant, il va utiliser peut-être le benchmarking, vous en tant que consultant, en faisant quoi? Là encore, vous allez utiliser la veille stratégique. La veille stratégique consiste à faire quoi? À collecter des informations auprès des concurrents. Vous allez collecter des informations auprès des concurrents, à savoir comment le concurrent fait, qu'est-ce qu'il fait. Et chez lui, ça va, chez moi, ça ne va pas. Donc, vous posez ces questions-là. L'exemple du benchmarking, c'est très simple, puisqu'on dit que c'est une analyse comparative. Si je prends par exemple M. Lompo et M. Kombari, et si M. Lompo dit, mais pourquoi il se trouve que M. Kombari est le premier de notre classe? Toujours le premier de notre classe. Quel est le secret de M. Kombari? Monsieur Lompo, vous n'allez pas utiliser, je ne sais pas, une arme ou encore, vous n'allez pas vouloir aller tuer M. Kombari, puisque vous voulez ressembler à M. Kombari, ou bien vous voulez faire plus que M. Kombari. Vous êtes en train de vous comparer à M. Kombari. Du coup, vous allez chercher à savoir qu'est-ce que M. Kombari fait, comment il fait. Et si vous vous rendez compte que M. Kombari lit beaucoup, M. Kombari fait beaucoup de recherches, là, vous avez détecté le secret de M. Kombari. Comme vous avez détecté le secret de M. Kombari, vous essayez de faire la même chose et même plus que M. Kombari, juste pour pouvoir atteindre le niveau de M. Kombari ou dépasser M. Kombari. Ça, c'est l'analyse, par exemple, ça, c'est le benchmarking. Le benchmarking, c'est une analyse comparative. Et même quand il y a des multinationales ou même quand il y a une entreprise, vous, si vous voulez lancer votre cabinet ou votre bureau d'études, vous devrez vous poser la question, quels sont les cabinets ou bureaux d'études qui existent dans ma localité ou dans mon pays? Vous allez faire la liste et vous allez vous poser la question, quels sont les meilleurs bureaux d'études ou encore quels sont les meilleurs cabinets dans ma localité? Et si vous vous posez ces questions, vous devez être capable de savoir également quel est le secret de ces cabinets-là. Comment ces cabinets évoluent très bien et chez nous, ça ne va pas. Bon, pas chez nous parce que vous voulez créer. Voilà. Comment ces cabinets, le cabinet ou tel cabinet, le cabinet leader fait pour évoluer? Quel est son secret? Quelle est sa stratégie marketing? Quelle est sa stratégie commerciale?
Voilà. Et quelle est la qualification de ces employés, etc., etc. Quels sont les experts qui travaillent au sein de ce cabinet? Voici autant de questions que vous allez vous poser et essayez de vous conformer à cette entreprise-là ou encore dépasser cette entreprise en fonction de vos moyens, bien évidemment, parce que si vous n'avez pas aussi assez de moyens, vous ne pouvez pas vous forcément atteindre le niveau de l'entreprise qui est là. Donc, il y a beaucoup de moyens, effectivement, qu'il faut mettre en place. Il y a les ressources humaines, il y a les ressources financières. Donc, avec le benchmarking, vous pouvez, par exemple, vous comparer aux autres entreprises. Donc, une entreprise qui vous appelle telle que l'entreprise Fayama, vous devrez voir, l'entreprise Fayama, ça ne va pas. Mais est-ce que c'est global? Est-ce que c'est donc toutes les entreprises de production de jus ont le même problème? Si toutes les entreprises de production n'ont pas le même problème et qu'il y a une entreprise qui, ça va très bien, maintenant, il va falloir se poser la question comment cette entreprise fait. En ce moment, vous allez utiliser la veille stratégique en collectant les informations auprès de cette entreprise. Bon, des informations de façon légale. Il faut collecter de façon légale. Sinon, finalement, vous allez devenir des espions. Donc, il va falloir voir comment l'entreprise évolue, quelle est la stratégie marketing de l'entreprise, quel est l'emballage, par exemple, de l'entreprise leader, et quel est leur gros marché, c'est dans quelle localité. Et en fonction de ça, vous essayez maintenant d'adopter une stratégie de façon comparative à l'entreprise leader. Donc, c'est ça le benchmarking. Donc, je vais m'arrêter là et je pense que je vais rapidement vous donner la parole pour 30 secondes. On va arrêter pour 2 minutes et on va revenir. Donc, je reviens avec un nouveau lien pour vous permettre de vous exprimer parce que je vais vous présenter rapidement un cas pratique et vous allez utiliser tout ce que j'ai dit là, voir comment vous allez réfléchir ou vous allez tout simplement voir c'est quel outil vous devrez utiliser pour faire cette analyse-là. Alors, je donne la parole à M. Asser. Oui, en fait, quand vous étiez en train de parler, j'ai eu un problème de connexion, donc la connexion a été coupée, je n'ai pas entendu la dernière parole. D'accord, d'accord. Donc, je disais que je vous donne la parole, mais juste pour 30 secondes. Et